perçois et ce que j'ai vraiment vécu dans mon corps, c'est que la danse et l'espace de vécu, parce que mon corps, je vais l'aider à bouger librement avec l'aide de la musique au départ, va me permettre d'être beaucoup plus vivante et de sentir mon corps vivant, de sentir la vie à l'intérieur et que ma tête soit beaucoup moins présente. Alors ça c'est déjà un cadeau, mais à travers ça, il y a tout le chemin de sortir du regard des autres, de regarder tout le regard des autres, de sortir de tous les jugements intérieurs que je me fais, de tous les blocages depuis l'enfance ou quoi, par rapport à quand les autres me regardent, parce que quand je danse comme ça devant tout le monde, ou quand les autres dansent, il se passe toujours tous ces processus-là dans la tête. Donc l'intérêt, c'est d'aller danser le plus possible librement, et puis d'observer et de prendre soin après de tous ces vécus, de toutes ces blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Là, il y a plusieurs voies. Il y a la voie possible pendant que je vais danser, je vais laisser émerger les idées, les pensées, les petites, même micro instants où il y a la voix de mes parents, où il y a la peur de ci. Là, je vais pouvoir les laisser émerger, mais de les laisser émerger ne suffit pas la plupart du temps. Quand on a beaucoup travaillé, les laisser émerger, ça va permettre qu'elles disparaissent. Mais donc après, il y a des temps de pause où je vais aller m'intérioriser, regarder quand cette petite voix vient, ces petits jugements ou gros qui viennent, je vais aller vraiment m'intérioriser pour aller sentir comment ils sont, comment ça fait dans mon corps, de quoi ça parle, de quelle blessure de l'enfance ou autre, de quoi ça parle, pour vraiment en prendre soin. Parce que je ne peux prendre soin que de ce que je connais. Si je ne sais pas que j'ai mal, je ne peux pas prendre soin de la blessure. Et pas forcément prendre soin de la blessure, mais prendre soin de la partie blessée en moi. Parce que je ne peux pas prendre soin d'une blessure en soi, je vais faire un pansement. Mais comme ce sont des blessures souvent émotionnelles, psychologiques, c'est dur de dire je vais prendre soin de la peur ou je vais prendre soin de la trahison. Alors que si je vais voir la partie de moi qui s'est sentie trahie, qui s'est sentie blessée, et que je vois que c'est le petit enfant ou la partie vulnérable à tel âge, je peux prendre soin de cette partie vulnérable. Et quand je prends soin de cette partie vulnérable, mon cœur s'ouvre. Et le test souvent, c'est que du stress que j'ai ressenti, quand je commence à voir le petit enfant qui est dedans, tout d'un coup ça va respirer, ou le stress va se transformer tranquillement. Il y a plein de processus possibles. Soit je vais guider en fonction de certains endroits du corps qu'on appelle les chakras, et dans chaque chakra se situent certains types de blessures, mais là je ne peux pas guider une blessure puisque chacun a des blessures différentes, donc je peux les guider en fonction d'aller observer un lieu du corps, mais je peux aussi juste laisser émerger, et dans les pauses, ou faire aussi, il y a plein de façons de faire travailler ça en la danse. Il peut y avoir tout d'un coup, j'arrête la musique en pleine danse et je leur demande d'aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe même quand j'arrête? La frustration, les énergies. Je redanse et au bout d'une danse ou deux, je peux avoir déjà beaucoup de matière. Là, on peut prendre le temps de se mettre à deux, d'aller voir tout seul ce qui se passe, d'échanger à deux, d'échanger. Et ce sont souvent des supports pour aller faire vraiment tout un travail de thérapie. Pour moi, il ne peut pas y avoir de méditation, c'est-à-dire de trouver cet espace calme en soi, cet espace d'infini, de qui nous sommes, si on ne prend pas soin de toutes les blessures. Parce que toutes nos blessures sont en lien, mais complètement indissociables avec notre mental. Parce que depuis qu'on est petit, pour ne pas sentir nos blessures, c'est le mental qui a pris protection et qui nous a permis de ne pas sentir pour pouvoir grandir. Et donc on est tous dans le mental pour ne pas sentir. Si on veut méditer, le mental, il revient tout le temps. Donc le petit vélo dans la tête, tout le monde l'a. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de vélo dans la tête. Donc pour prendre soin du vélo dans la tête, il y a besoin d'aller voir ce qu'il nous dit et de prendre soin de ce qu'il nous dit. Et le calme va venir. Donc plus je vais aller prendre soin, donc l'espace thérapeutique de guérison, finalement de grandissement, parce que
plus j'ai pris soin, plus je deviens moi, et non pas l'esclave de ces blessures qui m'appellent au secours, plus je vais pouvoir avoir le plaisir de me régaler, d'être juste à l'intérieur, sans que ce soit ces blessures qui crient au secours. Donc la méditation ne peut venir qu'après avoir vraiment pris soin de tout ce qui se passe. Et dans le tantra, on prend soin de toutes les énergies, dont des énergies sexuelles, pour les faire passer du sexe au cœur, et puis pour que ça monte jusqu'au cosmos. Mais quand on fait passer ces énergies-là entre l'énergie sexuelle et le cœur, il y a toute la zone de notre ventre qu'on appelle maintenant le cerveau émotionnel. C'est notre deuxième cerveau. Donc ça va brasser tout ça. Donc, pour avancer là-dedans sans danger, avec toute la responsabilité que ça génère, ben on a besoin d'aller prendre soin de tout ce que ça réveille dedans. Dans les propositions, très souvent, et puis on commence souvent par là, c'est d'aller danser pour soi, prendre contact déjà avec soi-même, et au bout d'un moment, on va proposer la rencontre. La vie, c'est fait de rencontres. Donc qu'est-ce qui se passe quand je continue de danser et que je croise le regard de quelqu'un? Quand je croise le regard de quelqu'un, ça peut être délicieux, et ça peut être, même si je ne l'exprime pas, très, très impliquant. Donc je vais proposer de regarder. Je peux proposer aussi, quand c'est trop impliquant, de continuer ma promenade en dansant, sans me laisser toucher trop, pour pouvoir rester au contact avec moi-même. Après, je vais surtout proposer, quand je vais proposer de regarder quelqu'un, éventuellement de regarder plus longtemps, mais je vais proposer vraiment d'être présent à soi-même sans se perdre dans le regard de l'autre, parce que souvent c'est «Ah, qu'est-ce qu'il va dire de moi?» Et là, on n'est déjà plus à l'intérieur de soi. Donc de revenir à soi et de sentir si c'est juste de continuer de regarder la personne en face. Alors souvent, on arrive quand même quelqu'un qui est très blessé, il arrive quand même à regarder. Mais après, au bout d'un moment, je demande, et là je suis très très attentive à ça, c'est aller écouter si c'est juste d'aller un petit peu plus loin dans la rencontre. Donc voir si quand je tends mes mains, si l'autre accepte un contact avec les mains. Et j'insiste beaucoup sur cette présence-là, parce que si je m'écoute, je vais écouter la pulsion et l'envie d'être prise dans les bras ou de rencontrer, mais si j'écoute plus loin, je peux tomber sur mes blessures et l'endroit où je ne suis pas prêt. Donc j'insiste beaucoup pour expliquer aux personnes d'être présentes et d'oser dire non, là je préfère rester à cette distance-là, parce que je prends soin de mes blessures et je me respecte totalement. Donc la préparation à la rencontre, c'est une des premières choses pour qu'une rencontre soit juste et pour que je puisse vivre dans un environnement confortable. Je peux juste être ouvert, mais comme ça, comme je peux être ouvert complètement, mais apprendre ce qui est juste pour moi. Donc savoir dire oui, savoir dire non. Et j'explique bien aux personnes, quand on est deux, que si une personne elle dit non, en fait tout en ne tendant pas ses mains, elle dit non, ça n'est pas contre la personne. C'est déjà une victoire sur soi d'oser dire pour moi c'est pas juste. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est la base de tout dans la vie. Nombre de fois que je me fais abuser parce que je ne sais pas dire non, je ne sais pas que c'est pas bon pour moi, mais plus je vais aller le voir et en prendre soin, plus je vais pouvoir vivre des relations saines. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très très attentive. On vient de parler de l'ego, et la première question pour moi, c'est déjà qu'est-ce que l'ego? Parce que la plupart du temps, on nous dit il faut se dissocier, il faut jeter l'ego, il faut vivre sans ego, mais pour moi, ça ne peut pas avoir de sens. Notre ego, chacun en a un, on est tous différents, et c'est ce qui fait la merveille de la vie. Si on était tous identiques, quelle horreur! L'ego, il y a la partie que l'on n'aime pas, c'est celle qui s'est fabriquée à cause de nos blessures, et ces blessures, nous ont fabriqué un ego parce qu'on a besoin de survivre. Donc toutes nos blessures, on a survécu à nos blessures d'enfance, puis tout le monde en a, même avec les parents les plus parfaits, pour
pour sentir la vie, pour protéger la vie. Donc ça construit des croyances, ça construit des façons de fonctionner, même des choses quelquefois qui peuvent être tordues, mais c'est la faute de personne. C'est juste un fonctionnement pour sauvegarder la vie. Donc le chemin, c'est pas de se dissocier, ni surtout de jeter l'ego, c'est de le transformer. Et le transformer, c'est prendre soin des blessures qui ont construit cet ego. Donc en prenant soin des blessures, on ne peut pas non plus prendre soin de la trahison ou de choses, mais prendre soin de la partie de nous qui a souffert de ces blessures. Et la partie de nous qui a souffert de ces blessures, c'est notre partie sensible, notre partie vulnérable, qui est encore maintenant, qui est encore à l'âge adulte, mais qui vient la plupart du temps de notre enfance. Donc souvent, je parle du petit enfant parce que même à l'intérieur de moi, l'adulte, même à mon âge, il y a une petite fille très sensible. Donc pour prendre soin de mon ego, je vais aller prendre soin de ce qui a vraiment été touché. Et pour résister au manque d'amour et à la séparation, j'ai dû mettre en place pour exister. Et je peux prendre soin d'une petite fille blessée. Et ce que je vais réaliser, c'est que si vraiment je peux toucher cette blessure avec de la tendresse pour cet enfant, même mon corps va sentir qu'il y a quelque chose qui se décontracte. Donc là, il y a vraiment une transformation. Et plus je vais transformer vraiment intérieurement, même si ça demande, ça ne se fait pas qu'en une seule fois, je vais avoir un ego qui sera mon être à moi, mais qui ne sera pas, je dirais, maquillé, qui n'aura pas le masque des structures qu'on a dû se mettre pour grandir. C'est ce qu'on appelle l'ego, mais on ne peut pas s'en débarrasser, on peut le transformer. Donc se débarrasser de l'ego, c'est quelque chose, moi, qui me touche, c'est vraiment transformer les blessures de l'enfance. Et suite à ça, dans la vie, nos besoins de relations, et là on revient au couple, parce qu'on cherche tous à faire couple ou à être en relation avec l'autre, mais dans le couple, on est tous en face d'un partenaire, et comme par hasard, ce partenaire, ses blessures et les miennes vont elles vont se rencontrer. Voilà, gentiment dit, c'est se rencontrer. Il y a deux adultes qui se rencontrent, mais il y a aussi deux enfants. Au début, tout va bien. Puis les enfants, ils se disent, ça y est, ils vont prendre soin de nous, on va se comprendre là tous les deux. Puis comme on ne sait pas que les enfants, ils appellent au secours, au bout d'un moment, ça va se bagarrer. Et la vie de couple, pour moi, c'est l'alchimie, le bureau d'alchimie le plus puissant qui existe, parce qu'en face de moi, je vais avoir toujours le reflet où cet enfant, l'enfant de mon partenaire, va toujours me mettre à vif les blessures de mon enfant à moi. Donc c'est une voie de croissance, de mise en conscience et de cœur qui m'est renvoyée à longueur de temps. Donc la vie de couple, c'est une voie d'éveil extraordinaire, mais qui a sa place, qui n'est pas facile, mais qui est merveilleuse en même temps.